Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier live Meet and Com. Je m'appelle Jacques Benloulou. Je suis entrepreneur, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui derrière l'écran. Et donc, je travaille avec la société Meet and Com et donc organisateur de cette journée assez exceptionnelle qui réunit pour la première fois les grands univers du green, de la RSE, de la QVT et de l'événementiel. Et pour lancer cette journée avec moi, j'ai monsieur Patrice Béguet, donc directeur exécutif communication de BPI France et BPI Excellence, BPI, qui est partenaire de cette journée. Comment ça va, Patrice ? Impeccable, Jacques. Merci beaucoup de m'avoir invité et bonjour à toutes et à tous. Merci, Patrice. Alors, c'est vrai qu'on aurait dû normalement se retrouver en présentiel aujourd'hui à Deauville pour la première édition de The Big Green. Le contexte fait que nous ne pouvons pas, mais rassurez-vous, le 6 et 7 avril, nous serons de nouveau tous ensemble puisque nous avons recalé les dates de l'événement sur cette période. Et rien ne nous empêche de continuer à préparer cette journée puisque ce matin, à travers 3 conférences dédiées au thème que je viens de citer, nous allons pouvoir échanger, mais aussi cet après-midi avec un certain nombre de rendez-vous en B2B sur lesquels vous vous êtes tous inscrits ces derniers jours grâce à Meet and Com. Alors Patrice, comme je le disais, on aurait dû être tous ensemble en présentiel à Deauville, ça n'est que partie remise. Et je voulais commencer avec vous pour vous poser quelques petites questions sur les 3 grands sujets, les 3 grands thèmes qui nous réunissent aujourd'hui. La période que nous traversons tous et toutes accélère beaucoup de choses, on s'en rend compte. En quelques mois, on a sûrement gagné quelques années et c'est l'effet positif de ce moment un peu particulier que nous vivons tous. La transition RSE et la transition vers le green fait partie de ces évolutions rapides que nous vivons. Qu'est-ce qu'elle vous inspire et comment vous percevez cette évolution au sein des entreprises ? En fait, j'ai envie de vous dire, mon cher Jacques, dans RSE, il y a R. Il y a R comme relance. Vous savez, je dis souvent que pour la relance, 2 choses sont essentielles, fondamentales. D'abord, la confiance et ensuite la résilience. Vous le savez, hein, vous êtes vous-même entrepreneur. Mais surtout, la relance doit être verte. C'est l'objet de cette réunion pendant 2 jours. Et la période en fait que nous avons traversée nous a fait prendre conscience que nous devons accélérer notre transition écologique. On voit de plus en plus de démarches ici et là visant à protéger l'environnement. Le grand public, même si c'est une réunion B2B, je vous tenais à dire quelque chose sur le grand public. Le grand public aujourd'hui souhaite de plus en plus intégrer une dimension éthique et écologique dans son mode de vie tout simplement et dans son mode de consommation. Mais c'est également vrai, comme vous le soulignez, au sein des entreprises, toutes filières confondues. Et cette prise de conscience s'est faite en fait pas individuellement mais collectivement et de manière tout à fait naturelle. Pourquoi ? Parce que la pandémie que nous connaissons nous a ouvert les yeux sur les enjeux que nous devions prioriser, à savoir la santé et le bien-être humain. En fait, ça passe inévitablement par une réflexion plus verte de notre société et de nos modes de fonctionnement. Et BPI France, en tant que banque du climat, soutient les solutions en faveur de la transition écologique, énergétique de toutes les entreprises, des créateurs, des startups, des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes. Et donc, à travers le continuum de l'offre climat, BPI France fait grandir les projets innovants de la TEE et propose des offres de financement. Et en ce sens, je tiens à féliciter Anne Guérin, ma collègue du comité exécutif, puisque nous avons placé cet objectif en droite ligne de plan stratégique de BPI France et donc au sein du comité exécutif. Et donc, en particulier, vous savez que le prêt vert existe chez BPI France, un prêt vert que nous faisons avec nos partenaires de l'ADEME qui font un grand travail dans ce domaine. BPI France finance également l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone. BPI France finance les projets des développeurs et structure toutes les filières émergentes. Et puis, on soutient également les champions français du renouvelable. Vous l'avez vu notamment récemment avec Paprec. Donc, le climat, la RSE, c'est non seulement un sujet d'actualité, mais je pense que ça doit être aussi un sujet essentiel de vie pour toutes et pour tous. Donc, la relance doit être verte et le monde
doit penser vert. On est bien d'accord, Patrice. Alors, vous en parliez dans votre réponse. Le bien-être et la qualité de vie de chacun et chacune passe aussi par là. Ce qui m'amène à vous parler de cette façon de travailler qu'on a tous depuis quelques mois, qui est le distanciel. Alors, en effet, ça peut être un petit peu anxiogène au début parce que c'est en rupture avec nos habitudes. Est-ce que vous pensez que ce modèle va perdurer une fois qu'on va être sorti de ce tunnel du Covid, ou comment vous voyez les choses? Je pense d'abord qu'il faut respecter. Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement ont été excessivement clairs. Et je dois dire d'ailleurs qu'aucun pays au monde, parce qu'on est en France, on a des fois l'habitude de se plaindre, on est un petit peu un peuple un peu réactionnaire, vous le savez, et c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'aucun pays au monde n'a fait ce qu'a fait la France pour protéger les Français, pour protéger les entreprises, pour protéger les salariés. Et donc, il faut respecter. Sur le monde du télétravail, du travail à distance, je pense que ce modèle peut convenir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Vous voyez, vous organisez le présentiel, l'événementiel à distance, ça serait un petit peu difficile. Dans le monde de la communication, on a besoin de se parler, on a besoin d'échanger, on a besoin de vivre. Donc, moi, je pense que le travail à distance peut nous éloigner à force du lien social, du contact humain. Et pour moi, ce métier-là, ces femmes et ces hommes d'agence, chez les annonceurs, font partie, et ceux qui ont continué à se réinventer, à innover, font partie de ces héros. Vous voyez, on parle souvent des soignants. Moi, je parle avec l'événementiel. Je pense que l'événementiel est le monde des réveillons aujourd'hui. Et donc, le contact humain, pour moi, il est vital au bien-être. Nous avons tous pour habitude d'échanger, comme ici, de discuter, de partager quotidiennement, que ce soit avec nos collègues, avec nos amis. Et je pense que ce lien social, cette proximité humaine, aujourd'hui, il nous manque à tous. Ouais. Et c'est pour ça que le président de la République, d'ailleurs, je crois ce soir, va fixer le cap. Et je peux vous dire que c'est difficile parce que rien n'est pire, et le milieu de l'événementiel le sait bien, que l'incertitude. Mais de l'autre côté, il y a des vies. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, les moyens ont été mis en place. Les discussions existent. Moi, je reste très ouvert également aux personnes. Je crois qu'il y a 230 personnes là, qui sont en face de nous et qui échangent avec nous ce matin. Je vous dis, j'ai une adresse mail, c'est très simple, c'est patrice.beguet@bpifrance.fr. Je répondrai à tous vos mails. Je vous mettrai en relation avec les personnes qu'il faut, etc. Je vous dis une fois de plus, il ne faut pas lâcher. Et je vois quand j'échange avec mes équipes chaque jour, au quotidien, moi, j'ai mis un comité de direction quotidien pendant cette période-là, depuis le premier jour du confinement, depuis mi-mars. Et même quand on est revenu, on se voyait encore tous, ensemble tous les jours. Et puis, j'ai demandé à chacun des membres de mon CODIR de rassembler ses équipes aussi, ne serait-ce qu'une demi-heure, mais une demi-heure par jour, et être disponible 24 heures sur 24 pour ces équipes. Pourquoi? Parce que nous, notre siège est à Paris. Et il y a des jeunes qui viennent de provinces de partout et vivent dans 10, 12 mètres carrés, c'est compliqué. Quand ces jeunes-là vous disent par pitié, j'ai vraiment besoin de revenir au bureau et que c'est compliqué sur un plan sanitaire, comme vous le savez, on doit être présent auprès d'eux avec de la visio, avec du téléphone, savoir être à leur service. Une fois, quand on est patron, moi je vais vous dire une chose, on doit être au service des gens. Et donc, quand on échange avec ces équipes chaque jour, encore avec les entrepreneurs, vous avez dû voir la campagne qu'on a lancée. Déjà, il y a 300 vidéos d'entrepreneurs. Hein. Pourquoi ne jamais céder quand on peut céder? C'est vraiment ça. En fait, nous sommes touchés, ni plus ni moins, par cette distanciation sociale. Alors, elle est nécessaire, ça je viens de vous l'expliquer, mais il est vrai que ces périodes de confinement nous permettent de nous, je pense, de nous réinventer, de changer nos modes de vie. Et quand on voit, on le voit bien quand on fait du sport, je dis, le sport, quand on va bien, on fait du sport. Quand ça va mal, on veut faire du sport. Et donc, il faut faire du sport. Il faut sortir. Parce que sinon on s'abrutit. Hein. Si j'enchaîne juste après vous une autre visio, ce que je fais beaucoup, que je ne vais pas marcher, etc., le soir, à 21h, quand on termine de bosser, ou 22h, on est mou. Et donc, on ne doit pas donner cet état d'esprit-là parce qu'on est vivant. Ce mot-là est très important, le mot vivant. Et on dit donc que le sport, c'est la santé. On a bien vu d'ailleurs que cette pandémie, la santé, c'est la base de tout. Et sans elle, on ne fait rien. Alors oui, le sport doit être présent dans nos vies. D'ailleurs, être entrepreneur comme vous, c'est être sportif de haut niveau. Hein. Et donc, notre métier à nous, c'est de vous équiper, c'est de vous entraîner.
Et donc, il nous permet, à mon avis, à tous, d'être en bonne santé, de se défouler, de se changer les idées, mais également parce que le sport a une véritable dimension sociale et sociétale, tout comme l'événementiel. Souvenez-vous, lorsque vous étiez petit et que vous alliez le samedi matin au foot, au volley ou encore au handball, au hockey, j'en sais rien, vous avez appris un sport, c'est sûr, les règles, etc. Mais surtout, vous êtes fait des amis. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que vous avez aussi, et surtout à travers des amis, appris ce que j'appelle les règles de la vie. Vous avez appris à vous comporter, à évoluer au sein d'un groupe, de jouer collectif. Même en sport individuel, on se la joue collectif, avec son entraîneur. Le collectif, et je vais venir directement à ce point-là qui est capital dans ce que nous vivons aujourd'hui, toujours ensemble, pour aller toujours plus loin et pour servir l'avenir. Le sport comme l'événementiel. D'ailleurs, l'événementiel, c'est du sport, et encore plus en ce moment. Ça fait partie de notre éducation. Le sport, comme l'événementiel, c'est primordial dans notre société. Il est aussi pour notre économie d'ailleurs. On a vu ces 400 000 personnes qui sont engagées dans la filière directement ou indirectement. Et chez BPI France, nous avons décidé de faire de l'événementiel avec 49 clubs sportifs issus de toutes les disciplines sur tout le territoire. Parce que, je le redis une fois de plus, les régions, les villes, les départements font un travail colossal. Eux aussi font partie des héros. Et le sport, pour moi, c'est un tout. Un acteur à la fois économique, social, sociétal, dans nos vies, dans nos territoires. Alors oui, la qualité de travail et au travail passe aussi par le sport. Et l'événementiel, c'est du sport. On est complètement d'accord. Et c'est vrai que le sport, on en parle beaucoup dans les actualités en ce moment. C'est un sujet qui est au cœur du moment que nous vivons. Patrice, on va commencer dans quelques minutes cette première conférence qui est dédiée à l'événementiel. Alors, on le disait tout à l'heure, secteur, filière particulièrement touché parce que nous vivons depuis quelques mois. Même si on n'est pas voyant, vers quelle sortie on pourrait aller dans les mois à venir, selon vous? Comme je vous le disais dans je crois, première question que vous me posiez, la plus grosse incertitude, la plus grande difficulté, c'est le premier mot, c'est l'incertitude. Ouais. Ne pas savoir quand c'est qu'on va redémarrer, etc. On ne sait pas quand ni comment la reprise événementielle du monde d'avant pourrait avoir lieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre. Il faut anticiper et préparer l'avenir des événements. Nous l'avons vu. Une des solutions est la digitalisation qui permet de démultiplier les possibilités. Le digital nous apporte une certaine liberté, notamment en termes d'audience et de visibilité. Nous avons fait l'expérience chez BPI France cet été, comme vous le savez, lors de la tournée du Big Tour. Sur les 23 dates, si on avait cru au mal, on aurait dû en annuler 18. Et nous avons travaillé dur avec nos partenaires, que je tiens à remercier une fois de plus ici, que ce soit les équipes d'AMP Visual, de Novelty, de WinWin, de Supervision, de Matchsen. Tous ces gens-là se sont mobilisés, et bien évidemment de Live Nation avec tous ces artistes, et tous nos partenaires, et toute la presse quotidienne régionale, nos 200 médias partenaires. On n'a rien lâché. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on avait une jauge de 1000 personnes en permanence qui était complète en permanence. Oui, nous avons respecté tous les gestes barrières, du gel hydroalcoolique avec notre partenaire L'Oréal, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 19 millions de personnes nous ont suivis sur le digital. J'allais vous dire, sans le Covid, on n'aurait jamais fait ça. Et on l'a vu encore récemment, vous l'avez vu à BPI France Innogénération, le 1er octobre, à l'Accor Arena, qui est encore une salle, une scène mythique sur lequel on n'a rien lâché. Seul événement quasiment de l'année. La 5e édition avait rassemblé en 2019 52 000 personnes en physique. Plusieurs dizaines de milliers sur Internet. Cette année, pour la 6e édition, nous avons digitalisé l'événement et créé le plus grand plateau audiovisuel d'Europe, ce qui a permis de toucher plus de 18 millions de personnes dans une journée. En fait, j'ai envie de vous dire, avec l'événementiel, avec les femmes et les hommes du terrain qui sont là, qui ont leurs agences, les annonceurs qui doivent être solidaires
des entreprises, rien n'est impossible. Rien. Je suis convaincu que ces nouveaux événements qui se sont digitalisés vont perdurer, même en sortie de crise, car ils ont fait leurs preuves et se sont imposés en fait comme un nouveau modèle événementiel à part entière, comme on parlait au tout début du confinement. Vous vous rappelez, au mois d'avril dernier, le président de la République, il a dit il faudrait se réinventer. Mais moi, je vais vous dire, les groupes comme GL Events, avec lesquels on travaille, comme Win-Win, comme Cocktail Vision, comme tous ces gens-là, ils ont su se réinventer. Quand on sait se réinventer, on sait propulser, on sait amener. Néanmoins, on a vu l'importance du contact humain. Et donc, l'aspect social pour l'événementiel, c'est ce qui va compter le plus. Et je pense, lorsque nous pourrons relancer pleinement cette machine événementielle à laquelle on tient fortement. En fait, cette crise nous aura peut-être mis, je pense, à genoux, pas deux, un genou à terre. Mais elle nous aura donné l'opportunité de nous relever, de nous révéler. En fait, c'est primordial de se réinventer, vous savez, Jacques, de tirer des leçons de tout ce que nous traversons. Le côté cocooning facile, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Et pour l'événementiel, nous prenons conscience de l'importance de chaque métier, de chaque personne, du traiteur au technicien. Et cette expertise, cette dimension humaine qui sera au cœur des événements de demain. Je tenais à vous le dire sincèrement et du fond du cœur, parce que vous entendez le marteau-piqueur à côté de moi. Pendant les travaux, on dit souvent la vente continue, et donc c'est la vie. On est en train de construire les prochains événements, et notamment celui qui aura lieu au Grand Rex début décembre avec le monde du capital investissement, comme nous l'avons fait il y a quelques jours. Vous l'avez vu également sur une autre scène à la mutualité pour les créateurs d'entreprises, où il y avait encore une fois de plus des milliers de personnes qui nous suivaient. C'est ça la vie, et j'ai envie de vous dire une chose, Jacques, vive la vie. Vive la vie. Patrice, c'est toujours un plaisir de vous écouter, vous envoyer des ondes très positives, surtout à tous les gens, là on est plus de 300 derrière l'écran, à tout ce secteur de l'événementiel par lequel on va commencer pour cette prise de parole. C'est extrêmement inspirant. Merci pour vos éclairages, merci pour le temps que vous nous consacrez. Et on se fait une promesse. Ne lâchez rien, que personne ne lâche. Et quand vous avez un doute, vous m'envoyez un mail. Voilà, et on se fait une promesse, c'est que le 6 et 7 avril 2021, on sera tous ensemble réunis avec vous à Deauville. Ça vous va? Je le note, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. Bonne journée à vous. On est ravis de vous lancer ensemble et ça part sur les chapeaux de roue. On se dit à très vite et à bientôt. Merci, Patrice. Et j'accueille avec nous Nathalie Dézé qui, elle, se trouve à La Rochelle pendant que nous sommes en Île-de-France. Nathalie, comment ça va? Bonjour à tous. Est-ce qu'elle est là, Nathalie? Très, très bien. Oui, bien sûr. Je suis là. Un beau kakémono derrière elle qui met en avant ce premier live de Meet & Com. Alors, Nathalie, on va commencer avec toi et quelques interlocuteurs que tu vas nous présenter dans quelques instants. Première Agora, cette première prise de parole qui va durer 45 minutes et qui est dédiée à l'événementiel et à toute cette filière. On le rappelait, particulièrement touchée depuis quelques mois. Mais comme le rappelait aussi avec Patrice, avec beaucoup d'espoir, d'énergie et beaucoup d'initiatives et de modèles qui se construisent pour écrire les mois et les années qui arrivent. On te dit bonne conférence et on se retrouve dans 45 minutes, Nathalie. À tout à l'heure. Absolument, merci. Merci Jacques. Merci aussi à Patrice Béguet avec ses propos toujours percutants et optimistes. Il a dit beaucoup de belles choses pour le milieu de l'événementiel et nous allons effectivement, comme il nous l'a suggéré, anticiper, se révéler et se réinventer. Je suis effectivement ravie d'être là ce matin avec vous. Nous devrions effectivement débuter une journée à Deauville avec nos rendez-vous et nos conférences exclusives MICE. Nous allons vivre à la place ce matin un moment un peu inédit, un concentré, un échantillon de ce qu'on aurait dû vivre tous ensemble effectivement à Deauville. Et nous allons, comme on vient de le dire, essayer d'anticiper avec la conviction profonde, nous aussi, que l'événementiel fera partie des piliers de la relance économique de notre pays et qu'il a en lui les ressources de sa transformation.
Et les invités qui nous rejoignent effectivement sur scène vont partager cela avec nous pour faire de cette sortie de la crise que nous espérons prochaine et de cette inactivité que nous subissons pour nombre d'entre nous, un accélérateur et un révélateur. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir des intervenants de grande qualité ce matin à mes côtés. Merci beaucoup. Nous allons ensemble parler défis, enjeux et prospectives. Et j'accueille à mes côtés ce matin Élodie Coudre. Élodie, bonjour. Vous êtes directrice de la division chez MCI. MCI qui est une agence conseil en stratégie d'engagement et d'activation des communautés. À vos côtés sur l'écran, Carla de Bonjour. Bonjour Carla, qui est directrice générale adjointe d'Hopscotch Group, un groupe de conseil en communication, tout particulièrement spécialisé dans les relations publiques et qui a une attention particulière au capital relationnel. Vous nous direz tout à l'heure, Carla, ce que ça change aussi sur votre regard de la situation. Christophe Cousin, Patrice Béguet vous a cité tout à l'heure parmi ses partenaires pour effectivement le BPI Tour. Christophe Cousin, vous êtes fondateur de l'agence Win-Win. Vous êtes aussi administrateur de l'association L'Événement, en charge notamment de la RSE. Votre agence, depuis longtemps, active déjà les liens entre le présentiel, le physique et le marketing digital et relationnel. Et vous avez en 2020 lancé une solution e-live qui a connu un grand succès. Vous nous en direz sûrement quelques mots tout à l'heure. Et puis enfin, Vincent Larquet, directeur stratégie à l'Unimev. Il a aussi une casquette d'enseignant à Sciences Po. Et effectivement, c'est avec ce regard-là aussi qu'il va grâce à ses observations et avec les interviews qu'il a pu mener dans ce cadre, nous donner quelques clés de lecture. Donc, merci à vous quatre d'être présents. J'ai une première question que je vais faire rebondir sur chacun, effectivement, d'entre vous. Ma première question, eh bien, effectivement, elle interroge les défis et les enjeux qui s'offrent à nous dans cette période. La transformation de notre filière, des événements, des acteurs, des métiers, elle semble effectivement inéluctable, mais comment faire? Alors, on va débuter avec vous, Vincent. Vous allez effectivement partager avec nous vos observations. Vos observations, elles vous ont conduit à identifier 3 grands enjeux, on va dire, on va essayer de les résumer pour être simple. Il nous faut aujourd'hui créer un événement que vous dites contributif du monde, engagé et partenarial. Est-ce que vous pouvez en quelques mots, ça va être compliqué, mais nous en dire un petit peu plus? Oui, merci beaucoup Nathalie, merci à tous et bonjour. Ce que je vous proposais en effet, c'était de faire une certaine synthèse finalement des intervenants extérieurs que nous avions invités cette année avec Anthony dans le cadre de notre cours de Sciences Po que l'on mène depuis 6 ans maintenant. Et nous avons eu la chance d'avoir des interventions de très haute qualité de représentants de ChangeNow, de Wheel of Green, de Hopscotch, de French Booster, de Reed Midem, de Comexposium, du Hub Institute, d'Alibaba, de Disney et de l'ESCP. Pour le coup, ça nous fait un panel très intéressant et on s'est amusé à faire une synthèse. Alors, une première synthèse, en effet, Nathalie, ce serait de voir la synthèse des enjeux. Et ces enjeux, finalement, je peux les découper en 3. Premier gros enjeu, repartir finalement de la transformation sociétale qui implique derrière un double sous-enjeu, c'est-à-dire un changement de paradigme, notamment paradigme climatique et de la biodiversité, qui fait que derrière va se poser la question de l'acceptabilité et de l'attractivité de nos activités et de nos métiers. Un deuxième changement sociétal, c'est à travers les nouvelles technologies, les nouveaux usages. Et finalement, nous tous sommes en train d'entrer dans de nouveaux usages révolutionnaires, qui fait que derrière, eh bien, l'événement lui-même va être face à une question fondamentale, c'est sa contribution au monde désirable et souhaitable de demain. Pour le coup, l'événement dans ses activités va être en questionnement
sur la production de valeur ajoutée à travers l'expérience qu'il promet, la confiance qu'il permet et le durable qu'il va donner en vision. Ce qui fait que ça va systématiquement le questionner sur son propre rapport au digital, à l'engagement de communauté et à sa propre utilité sociétale. Finalement, l'ensemble de ces enjeux vont exiger finalement de l'événement qu'il soit dans une approche globale. Donc, il y ait de forts décloisonnements. Et finalement, est-ce que ne s'ouvrirait pas avec cette ère l'ère des grands partenariats, une ère des grands partenariats qui est ouverte, qui est demandée par cette approche globale du consommateur citoyen que l'on ne peut plus dissocier. C'est le consommateur citoyen en tout, dans sa totalité. Et puis, ces grands partenariats sont imposés finalement par cette approche globale des grandes thématiques du monde de demain, le climat, la biodiversité, l'énergie, l'alimentation, la santé, la sécurité, et puis tout ce qui est relatif au travail, à la mobilité, l'inclusion, les territoires résilients, l'éducation, la culture et finalement le faire société. Toutes ces thématiques sont finalement une programmation événementielle au service de la paix. Merci beaucoup Vincent pour ces premières clés de lecture et je sais que nos autres intervenants vont rebondir sur certains de vos propos. Carla, quand nous avons échangé, vous m'avez parlé beaucoup d'abord du rapport de l'événement au digital, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui. Et puis, vous avez beaucoup insisté sur les notions de contenu et d'éditorial. Comment on enrichit notre événement aujourd'hui grâce au digital. Vous me dites quelque chose, voilà, développez-moi ces sujets-là. Oui, effectivement. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a partagé en préparant effectivement cette réunion, cette rencontre. Ces derniers mois, je dirais, et je reprendrai les éléments de Patrice Béguet tout à l'heure, finalement, cette crise, elle a permis à chacun de nous d'accélérer fortement la transformation digitale de nos métiers. Alors, le digital, c'est pas nouveau. Il était déjà là avant, dans tous nos événements, parce qu'il était une des briques de l'événement, que ce soit en amont pour engager, pour amplifier, pour faire durer. Donc, on l'avait déjà dans nos dispositifs de communication événementielle. Mais le fait est que ces derniers temps, il s'est substitué à tout ou partie des événements qu'on concevait ou qu'on organisait. Et donc, ça a changé la donne. Et moi, ce que j'ai constaté à travers ces derniers mois, c'est qu'il y a quand même eu une évolution, même dans nos postures à nous, en tant qu'acteurs et agences de l'événement, parce qu'au départ, il y a eu une tendance à vouloir opposer, à se dire, le présentiel, c'est quand même mieux que le digital et ainsi de suite. On a voulu opposer les formats, sauf que l'expérience montre que finalement, c'est pas là le sujet, c'est pas tant ça qu'il faut se poser comme question, mais c'est avant tout de se dire finalement, pour un client, un annonceur, une marque, un public, un enjeu, un message, quel est le bon format? Et il faut accepter de se dire que demain, le bon format, ce sera peut-être un format full digital. Parce que pour une communication peut-être top-down auprès de collaborateurs, d'internes, ça aura du sens et ce sera le meilleur retour sur investissement pour l'annonceur ou pour la marque ou l'entreprise. Mais en fonction des enjeux, des problématiques, et pour revenir à celle que partageait Vincent en introduction, effectivement, il y a des moments où on va aller peut-être vers des formats plus hybrides, où on va mixer le présentiel, le digital. On l'a vu ces derniers mois, je crois qu'on a tous autour de cette table ronde et on parlera tout à l'heure. Nos audiences expérimenter des formats. Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu pour nous, agences qui accompagnons nos clients au quotidien, qui est de se positionner en termes de valeur conseil, de les accompagner pour faire les bons choix dans les formats et surtout pour effectivement amener une expérience dans le contenu, dans l'éditorial, dans le message à porter. Et là-dessus, il y a une attente très forte parce que nos clients ont besoin de nous sur ces terrains. Alors justement, Élodie, vous vous adressez tout particulièrement à des cibles spécifiques, les associations, les sociétés savantes. Pour rebondir sur ce que Carla a évoqué en termes de contenu, de conseils, d'accompagnement, que signifie pour ces associations, ces sociétés savantes, ces transformations dont nous parlons? Quels sont les enjeux pour elles? Il faut enlever le micro, Élodie. Hop. Excusez-moi.
Bonjour à tous. Bonjour Nathalie, vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, en effet, sur la partie MCI association au sein d'MCI France, on traite spécifiquement de la population des sociétés savantes et associations qui, pour elles également, la crise sanitaire a été un véritable électrochoc. On sait que ces organisations incarnent une filière, elles ont un enjeu de lobbying important auprès des institutions. On sait qu'elles doivent développer la formation et la recherche, donc elles sont maîtres de leur contenu. Et elles doivent aussi animer leur communauté de membres et de leurs partenaires qui constituent l'écosystème au sein de leur filière. Bien avant la crise déjà, on constatait qu'elles avaient du mal à s'emparer de la révolution numérique et aussi à s'adapter aux besoins de leurs parties prenantes, donc les membres, les partenaires, les élus également, et à leur nouveau mode de consommation, comme le disait tout à l'heure notamment Vincent. Elles ont beaucoup de difficultés aussi à engager les jeunes générations depuis longtemps et à maintenir leur attractivité. Donc au final, l'impact Covid aujourd'hui a été, on va dire, l'électrochoc complémentaire puisqu'elle a mis à mal, on va dire, le modèle traditionnel de leur temps fort de leur communauté, à savoir le congrès, qui est leur université éphémère, leur centre de formation et surtout leur principal levier de revenus pour financer la recherche et financer leurs activités au quotidien. Donc, dans ce cadre-là, elles doivent de toute urgence repenser leur orientation stratégique, revoir leur gouvernance, revoir leur modèle économique et toute leur stratégie d'engagement et d'engagement notamment virtuel. Alors, c'est un grand pas pour elles. Elles subissent complètement ce changement de paradigme pour certaines et pour d'autres. Et je reviens à ce que disaient notamment Patrice, Vincent ou Carla tout à l'heure, c'est que c'est aussi vécu par beaucoup, et tant mieux, comme un véritable levier d'innovation et un vrai accélérateur de performance pour de nombreuses sociétés savantes, puisque ce changement est clairement vital pour leur pérennité. Et j'y reviendrai tout à l'heure, on aura un rôle majeur à jouer avec un changement de posture dans ce nouveau paradigme. Alors justement, sur ces leviers et ces révélateurs, Christophe, vous, quand nous avons échangé, vous avez aussi beaucoup parlé de valeurs et de nouveaux modèles. Nouveaux modèles d'organisation, nouveaux métiers, nouvelle dynamique de collaboration. Vincent l'a identifié en début de propos. Pouvez-vous nous éclairer sur votre état d'esprit et vos réflexions dans cette période, on va dire, transitoire ? Notre réflexion, elle est simple, c'est que en fait, cette crise, elle nous a mis face à nos responsabilités. Je pense que l'événementiel et la filière en général étaient quand même rentrés dans un mode de consommation et un mode volume avec, je dirais, presque un gâchis. Et cette crise nous met face à des responsabilités de, finalement, qu'est-ce que je veux faire passer comme message, de quoi j'ai besoin comme moyen. Et le digital nous apprend que dans un certain nombre de cas, c'est beaucoup plus performant et avec, pour le coup, une empreinte carbone beaucoup plus neutre. La problématique face à tout ça, c'est qu'en fait, on a organisé toute une chaîne de valeur avec un certain nombre d'entreprises qui sont quelque part aujourd'hui otages de l'arrêt de la chaîne. Je vais penser aux traiteurs, je vais penser à toute la technique, à ceux qui posent la moquette et compagnie, et qui aujourd'hui sont confrontés à un arrêt brutal. À partir du moment où on a des acteurs qui touchent au contenu, qui apportent une très forte valeur ajoutée, je pense qu'il y a eu la possibilité de se retourner. En revanche, aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on permet à toute cette chaîne de valeur de se retourner aussi et de nous accompagner dans cette digitalisation, hybridation, je l'espère, un retour au présentiel le plus rapide possible. Mais de toute façon, cette digitalisation et cette crise, elle va laisser des traces. Ce que disait Carla, c'est que aujourd'hui, la réflexion, elle est chez tous nos clients. Le digital, à un moment, permet de répondre aux préoccupations, qu'elles soient sanitaires, économiques, environnementales. Et à un moment, on se dit, mais est-ce que j'ai besoin de faire un événement présentiel? Est-ce que le digital, il me permet pas finalement de réunir mes 10 000 collaborateurs beaucoup plus facilement pendant 1h15 et ne pas se poser les problèmes de logistique ou autres? Ce qui veut dire aussi que ça aborde peut-être une deuxième phase du présentiel, un présentiel beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus chargé de sens, de partage, de plaisir,
Parce que je pense que dans le digital, il y a peu de plaisir. Et on réarticulera les choses. Maintenant, on a une vraie problématique, c'est comment sauver et embarquer tous ces acteurs intermédiaires de cette chaîne de valeur qui aujourd'hui souffrent, sont quasiment à l'arrêt et qu'on a habitués à travailler dans une chaîne de volume. Et l'événement de demain, il sera frugal. Donc, on doit vite créer une mutation et permettre à toute la chaîne de se réinventer. Voilà. Merci beaucoup Christophe et je crois que justement dans notre petite séquence suivante, nous avons face à nous près de 350 personnes qui nous écoutent et je pense qu'ils sont aujourd'hui intéressés justement par vos expérimentations, vos expériences, ce que vous avez pu commencer à vivre avec certains de vos clients dans cette période transitoire et puis les événements aussi que vous préparez pour demain. Parce que cette période, elle nous a aussi donné l'opportunité de les tester, de les expérimenter et que rien ne vaut effectivement la preuve, donc les expériences et les réalisations pour nous éclairer sur cette capacité de réinvention que vous appelez de vos voeux, Christophe. Carla, en octobre dernier, on n'a pas eu de mondial de l'automobile. Vous avez donc orchestré pour l'entreprise Renault un événement, alors un événement physique et un multicanal qui a connu un succès inégalé en termes d'audience, vous allez nous en parler. Et surtout, cet événement est devenu le sujet principal de la campagne de communication de Renault sur la mobilité électrique. Exactement. Donc, j'aimerais beaucoup que vous partagiez avec nous comment cet événement effectivement est né et aussi quelles sont les opportunités que vous avez pu construire à travers cet événement. Alors, effectivement, on a organisé en octobre un événement qui s'appelle E-Waze pour la marque Renault, qui était au départ, effectivement, la volonté pour la marque d'avoir une prise de parole forte malgré l'absence de ce mondial de l'automobile qui, voilà, il fallait pallier l'annulation du mondial de l'automobile, avoir une prise de parole parce qu'on sait que c'est une période pendant laquelle les constructeurs automobiles ont beaucoup de nouveautés à partager, beaucoup d'enjeux business et commerciaux. Et donc, il fallait trouver une prise de parole pour la marque qui lui soit spécifique. Il a donc été décidé d'inventer ce nouveau format qui est finalement une prise de parole propriétaire de la marque, E-Waze, donc un événement conçu au départ plutôt dans une logique présentielle. Et je pense qu'on a tous été amenés ces derniers mois à envisager des évolutions de format dans les événements. On a une agilité aussi très forte actuellement dans les projets qu'on développe. Donc, E-Waze, c'est donc effectivement une exposition et un événement de présentation pour asseoir la crédibilité du groupe Renault sur le sujet de la mobilité électrique, qui était à Meudon, dans un hangar, et qui finalement n'a accueilli que 150 journalistes, influenceurs pendant une semaine, mais qui a été un actif très, très fort pour la marque, puisque ça a été une création de contenu en continu, donc une véritable fabrique à contenu avec des formats très innovants, de prise de parole, de keynote, de conférences, des experts qui sont intervenus, plus de 50 experts, et tout ceci avec effectivement un partenariat média puissant, puisque, enfin, une logique de pas média puissante, puisqu'il y avait un partenariat avec Facebook, Twitter, YouTube, et donc à une audience internationale. Donc, en fait, on a créé un show multicanal qui, pendant une semaine, est devenu l'actif principal de la marque, qui a mis tous ses moyens médias sur cet événement et qui, du coup, a permis d'atteindre une audience de plus de 20 millions par jour, parfois sur certains temps forts. Ce qui n'aurait pas permis même la présence pendant le mondial, si on se dit clairement les choses, puisqu'on n'aurait pas eu un écho international aussi fort. Donc, ça a été vraiment une innovation forte. Alors, il faut que l'annonceur soit mature aussi sur ces sujets, qu'il ait la capacité de se dire cet événement va devenir mon actif de marque plutôt qu'un spot de pub. Et à travers tous ces contenus, je vais déployer toute une campagne à l'international, multilingue évidemment, etc. Mais en l'occurrence, c'est un pari réussi puisqu'on envisage déjà pour 2021 de répéter l'événement et d'en faire finalement la plateforme de communication de la marque autour de la mobilité électrique. Donc, c'était une expérience assez enrichissante. Après, des expériences, on en a fait, là, on est sur un événement vraiment présentiel avec un enrichissement très fort du digital. Il y a eu évidemment d'autres formats expérimentés chez Hopscotch.
avec moins d'efficacité, parce que je vais reprendre un élément de Christophe tout à l'heure. Oui, le digital répond à beaucoup de choses, etc. Mais quand il s'agit de networking, de la rencontre fortuite sur un événement où on va voilà, créer une relation très forte, digital, ça a du mal à y répondre quand même encore aujourd'hui. Oui, justement, je pense que le défi va aussi être dans celui-ci. On a parlé contenu, hein, on a parlé effectivement actif de marque. Dans l'événement, il y a aussi la notion d'émotion, la notion d'interaction, la notion de conserver l'attention de l'audience qui est autour de nous. Voilà, donc effectivement, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que vous avez aussi des expériences sur lesquelles vous avez compris que vous seriez dans des modèles plutôt hybrides. Exactement. Effectivement, bah là, il y a les 3 mots-clés. Hein. On en avait parlé, Nathalie, mais effectivement, un événement, en tout cas en présentiel aujourd'hui, il permet de créer l'émotion et de créer une expérience forte. Et ça, à travers l'écran, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un vrai challenge pour nous, agences qui devons inventer les formats de demain qui sont nécessairement, en tout cas, hybrides, s'ils ne sont pas toujours full digital. Il y a l'enjeu de l'attention. Là, on est tous, nous, on est très attentifs à ce qui se passe puisqu'on est intervenant. Mais est-ce que parmi les 300 personnes aujourd'hui connectées, certains ne sont pas en train de faire plusieurs choses à la fois et du coup perdent l'attention si le contenu n'est pas suffisamment rythmé, impactant, intéressant, enrichissant. Et il y a l'enjeu de l'engagement, de la conversation. Alors, on aurait tendance à se dire que le digital, c'est le meilleur des médias, puisque le réseau social, par définition, est un média de relation et de conversation, mais il ne permet la conversation qu'entre personnes qui souhaitent se parler. Là où l'événement en présentiel permet la rencontre fortuite, celle qui est inattendue et qui, parfois, va être plus riche de sens et d'intérêt que celle qu'on avait programmée. Et là-dessus, c'est un vrai enjeu et un vrai challenge. Et effectivement, nous, ces derniers mois, on a expérimenté beaucoup de formats différents, celui de Renault, où on est vraiment sur de l'hybride. On a aussi été sur des logiques très full digital. On a, par exemple, pour un client qui est Talentsoft dans l'univers des RH, transformé une rencontre qu'on organise depuis des années avec l'ensemble de leurs meilleurs clients. C'est généralement, c'est le club Talentsoft, c'est 2 jours. C'est des rencontres, c'est des keynotes, des conférences, mais aussi une zone d'expo où les partenaires viennent présenter leurs nouveautés, leurs innovations. On a finalement transposé ce format en digital. Tout ce qui était keynote workshop a très bien fonctionné. La navigation 3D des stands, oui, c'est sympa, c'est rigolo. On va sur des stands, on va voir les partenaires, on peut aller chercher une brochure ou autre, mais l'interaction, l'échange n'est quand même pas le même. C'est pas encore totalement dans les usages. Ça viendra certainement, et peut-être que ça se prête à certains secteurs plus qu'à d'autres. Voilà, c'est là encore où il va falloir que nous, on accompagne nos clients sur l'identification finalement des bons outils, des bons formats, des bons contenus à mettre à déployer en fonction des clients, de leurs intérêts, de leurs objectifs, de la finalité même de l'événement. Voilà. Ok. Eh bien justement, on va prolonger justement cet échange avec Christophe, qui lui a des belles expériences justement de digitalisation. Moi, j'ai 2 exemples dans l'échange que nous avons eu ensemble que j'ai retenu. Le premier, Christophe a disparu. Alors non, il faut que Christophe revienne. Christophe, on a perdu Christophe. Vous m'entendez, Christophe ? Voilà, le revoilà. Christophe, juste un premier exemple qui m'a marqué dans notre échange. Vous avez une expérience, vous, qui vous permet aussi de sublimer des lieux réels. Et vous m'avez partagé un exemple avec une expérience que vous avez menée avec le mythique Olympia, qui est effectivement un site que tout le monde connaît, et comment vous avez sublimé cet espace et vous en avez fait un décor événementiel accessible à un certain nombre d'événements. J'ai envie que vous nous partagiez cet exemple-là. Alors, de façon très simple, en fait, quand on a lancé eLive, on s'est posé la question d'une forme de parallèle avec l'événement présentiel. Et dans un événement présentiel, le lieu est extrêmement important. Donc, notre première démarche, ça a été de se tourner vers les lieux qu'on connaissait bien, en l'occurrence le Grand Palais et l'Olympia, et on leur a proposé de les capter en Matterport 360, et on a développé une techno qui nous permet en fait de réintégrer des éléments
virtuel, 3D, dans un environnement réel capté en 360. Et ce qui nous permet aujourd'hui de faire, d'avoir fait par exemple là une convention avec 3000 collaborateurs à l'Olympia virtuel, avec un enregistrement live des patrons et de la scène et une réintégration dans l'Olympia. Mais on a fait la même chose aussi avec les 24 heures du Mans qui se tenaient à huis clos et avec la capacité justement à virtualiser, à gamifier et à donner accès à des lieux auxquels on aurait pu prétendre pour le coup en présentiel. Si je prends l'exemple des 24 heures du Mans, on a permis à 200 000 fans d'entrer dans la direction de course. La direction de course, c'est le Graal, en fait, des 24 heures du Mans. C'est là où seuls les team managers sont convoqués quand il y a un problème. Et bien là, pendant 24 heures, ils accédaient à la direction de course. Ils accédaient au musée, ils accédaient au box, ils accédaient à un certain nombre de choses en live. C'est toute la force, je pense, de cette digitalisation. C'est aussi de permettre une forme d'augmentation d'un événement présentiel. Là, c'était à huis clos. L'année prochaine, les 24 heures du Mans, normalement, on devrait avoir des jauges qui reviennent à la normale ou quasi normale. Ça n'empêchera pas de proposer cela aux 140 millions de téléspectateurs à travers le monde. Voilà. Donc, augmentation de jauge, augmentation d'audience, partage beaucoup plus large et accès à des lieux beaucoup plus exclusifs où personne ne peut rentrer. On fait les lancements de fusées Ariane, on fait venir Kourou chez les VIP et on fait rentrer les VIP dans la salle Jupiter. La salle Jupiter, on peut faire rentrer aujourd'hui 2000, 20 000 personnes. Quand vous allez sur place, vous faites rentrer au mieux 40 personnes. Voilà. C'est ça. Mais justement, on parlait de salon tout à l'heure avec Carla et on parlait du coup effectivement d'audience, de prolongement. Vous avez aussi travaillé ce média salon en essayant aussi de prolonger cet éphémère, parce qu'effectivement un salon, il a une durée de vie courte et puis pour essayer ce qu'on appelle aujourd'hui de maintenir la continuité relationnelle, c'est-à-dire la relation avec les publics, le digital peut aussi aider un salon à communiquer avec ses communautés au-delà des jours présentiels de salon. Vous avez effectivement commencé à travailler sur ces sujets. Oui, on a développé en fait un principe d'hybridation qui est assez intéressant pour les salons. C'est que si un salon se tient en présentiel avec toute une scénographie, avec des stands qui représentent un investissement fort pour tous les exposants, de la même façon, on capte en fait l'ensemble du salon, on permet cette navigation, on recrée des interactions à l'intérieur et on permet, par exemple, à un salon le jour de sa fermeture présentielle, de lancer la version virtuelle hybridée. C'est-à-dire que finalement, le salon est encore visitable et on peut profiter de toutes les interactions sur tous les stands, y compris jusqu'à de la visio one-to-one avec les responsables du stand et bien sûr consulter tout ce qui va être mis à disposition comme contenu par la marque qui expose. Voilà. Donc, c'est une façon d'apporter une solution aussi aux organisateurs de salons, de devenir de véritables médias qui vont perdurer dans le temps. Donc, je fais un salon sur 4 jours, mais la version virtuelle, peut-être que je peux décider de l'ouvrir pendant 40 jours, voire même 120 jours, voire même l'ouvrir jusqu'à la prochaine édition, qui est souvent 1 an plus tard, ou même de dire, tiens, c'est tous les vendredis soirs, les premiers vendredis soirs de chaque mois, j'ouvre mon salon et pendant 4 heures, on fait le off digital ou je ne sais quel format. Donc, il y a une créativité derrière et il y a des possibilités héroïstes pour l'organisateur du salon, mais aussi beaucoup pour les exposants. Et pour les visiteurs, ceux qui veulent revenir parce qu'ils sont venus de façon présentielle, ils reviennent de façon digitale, ou ceux qui n'ont pas pu venir et qui vont finalement découvrir le salon. Donc voilà, cette réinvention, c'est vraiment assez fabuleux ce qu'on vit. Même si, je le reconnais, la crise est extrêmement dure pour beaucoup d'acteurs, mais regardons aussi tout ce que ça peut nous apporter et essayons de faire en sorte d'inventer le modèle de demain. Et du coup,
Par rapport à ça, effectivement, Élodie, on parlait là de salon, on a parlé de convention, eh bien, on va aussi parler de congrès. Donc, on revient aussi sur les transformations, sur les marques et les échanges avec les communautés. Quand on est effectivement une association ou une société savante, du coup, voilà, cette transformation, quelles sont les opportunités qu'elle déclenche, voilà, et comment, quel comportement aujourd'hui peut-on en faire accélérer? Alors clairement, aujourd'hui, notamment la digitalisation, je rejoins tout à fait le point évoqué par Christophe, c'est un amplificateur de beaucoup, beaucoup de choses. Et sous le prisme du congrès, ou en tout cas des sociétés savantes, on aborde, nous, comme le disait aussi Carla tout à l'heure, en tant que vraiment conseil auprès de ces structures, non pas que dans le cadre de la digitalisation, mais dans la mise à plat complète de la redéfinition de la raison d'être de sociétés savantes. Donc en gros, toujours autour de 3 piliers phares qui sont pour nous fondamentaux pour envisager tout nouveau format, hybride, virtuel ou présentiel. C'est l'engagement de la communauté, la valorisation des contenus de nos clients. Encore une fois, on parle de contenus scientifiques pour nous, hein, ils savent ce qu'ils veulent dire. C'est le comité scientifique qui valorise ces contenus. C'est des scientifiques qui soumettent leurs abstracts. Donc, c'est des contenus qu'on doit savoir nous valoriser et pas créer. Et puis aussi, du coup, développer leurs revenus, puisque on parle de congrès qui était jusqu'alors l'unique source principale de revenus de ces organisations. Nous, notre rôle, c'est de mettre à plat, d'auditer avec la société savante tous ces besoins, tous ces enjeux, et à travers ça, de construire leur modèle d'engagement et leur nouveau modèle économique. Et en ce sens, d'ailleurs, on doit revisiter les formats des événements quand il y en a, clairement, et revisiter la façon dont la société savante s'engage auprès de sa communauté tout au long de l'année, clairement, au-delà des 3 jours de l'événement. Pour ce faire, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas qu'une seule solution digitale, hein. Il y a autant de solutions digitales qu'il y a de stratégies et de sociétés savantes. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de savoir être agile, de savoir être en veille, de savoir aussi s'adosser avec les meilleurs experts pour pouvoir construire sur mesure l'expérience la plus adaptée à chacune de nos associations qu'on accompagne. Donc pour vous donner des exemples précis, ces 3 dernières semaines, on travaille sur 3 formats d'événements pour des clients récurrents, en l'occurrence des congrès de par le contexte. On a eu la ILPG Week il y a une dizaine de jours et qui réunit la communauté mondiale du GPL. On a cette semaine, ça commence demain, on est en studio aujourd'hui, les JFN Live avec les journées francophones de nutrition. Et puis la semaine prochaine, les journées dermatologiques de Paris, qui ont lieu d'habitude en présentiel évidemment et qui seront du coup en e-congrès. On a développé autant d'outils et de stratégies différentes suivant leurs enjeux, sachant qu'ils ont aussi des points plus ou moins dominants en fonction de leurs attendus. On a créé un réseau social spécifique autour de l'événement sur les JFN Live, clairement, avec des espaces forums, avec des espaces d'interaction qualitative, forcément sans possibilité de rencontre fortuite, mais qui permettent au moins d'envisager et d'assumer par le client ces dimensions réseau social, ce qui est assez novateur pour une société savante, très clairement, hein. On a développé aussi des dispositifs plus spécifiquement dédiés aux partenaires commerciaux, notamment sur la ILPG, puisqu'on avait la plus grosse exposition mondiale en la matière sur le pétrole gaz liquide. Donc, il fallait impérativement aussi répondre à cet enjeu sur cet événement. Et puis, encore une fois, on parle toujours des dispositifs de convivialité online qu'on essaie de développer comme on peut, pas forcément par une e-exposition, parce que très honnêtement, l'expo virtuelle aujourd'hui n'est pas ce qui fonctionne le mieux. C'est surtout l'interaction qualitative qui va prédominer pour développer notamment les ventes auprès des partenaires. Et tout ça étant dit, le principal pour ce type de clients, ces sociétés savantes associations, c'est la valorisation de leur contenu scientifique et l'expérience participant, bien évidemment. Alors, pour vous donner des chiffres très rapidement, les JFN Live, c'est 150 orateurs, c'est 2 plénières en parallèle sur le format digital qu'on a développé avec 34 sessions live, 16 sessions différées, des espaces forums, un plateau télé, un espace exposant avec une quarantaine de partenaires. Les JDP, la semaine prochaine, c'est 600 présentations, donc 400 posters en ligne, une quarantaine d'exposants, une dimension live et une chaîne télé aussi. Donc là, quelque part, on n'est pas maître du contenu. Notre rôle, c'est vraiment de sublimer le contenu et de faire en sorte de faciliter l'expérience de l'orateur, du participant et du partenaire exposant. C'est fondamental et en ce sens aussi, évidemment, notre métier a évolué au-delà de cette dimension conseil qui s'est largement renforcée ces derniers mois.
autour de toute cette expérience-là, clairement, ce qu'on construit aujourd'hui avec l'ensemble de ses clients, c'est une histoire à l'année auprès de ces communautés de partenaires et ces communautés de membres et de membres à acquérir. À travers quoi? La valorisation de leur contenu grâce au digital en dehors de leur événement, avec un modèle économique qui permet de donner accès à ces contenus à des pays en voie de développement, à des jeunes générations, à des populations qui n'auraient jamais été captées en présentiel. C'est aussi développer une stratégie de e-learning à l'année avec d'autres types de contenus à construire en dehors du congrès traditionnel, avec un rythme dans l'année pour animer la communauté et la rendre active, parce qu'ils sont eux-mêmes aussi contributeurs scientifiques de ces événements auprès de la société savante. Et puis alimenter cela autour d'une stratégie de partenariat aussi avec des partenaires, laboratoires, équipements médicaux, quand on parle de la santé notamment, pour les engager tout au long de l'année. Donc au final, pour nous, c'est vraiment ce contexte est plus que vertueux malgré tout son côté aussi extrêmement éprouvant, hein, comme le disait tout à l'heure Christophe justement. Pour nous, notamment par le digital, on peut aujourd'hui faire en sorte que les sociétés savantes se remettent en cause, remettent en place leur stratégie, réécoutent leur cible, voilà, leur partie prenante pour construire avec elle leur feuille de route, avec un engagement à l'année qui va bien au-delà de la communauté actuelle et aussi sans frontières géographiques ni temporelles. Et pour nous, c'est effectivement un énorme levier de revenus pour elles. Donc, on est encore sur effectivement de l'amplification et puis Voilà. de la relation, de la continuité de relation avec les communautés. Donc, merci Élodie. Juste une petite parenthèse, hein, nous recevons bien l'ensemble de vos questions et on va essayer d'en traiter quelques-unes dans les dernières minutes. Et en tout cas, on trouvera les moyens d'y répondre dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, si je devais résumer, c'est très compliqué hein, de résumer tout ce que vous avez dit, mais il y a quelques mots-clés quand même qui ressortent. Hein. Donc, on a beaucoup parlé quand même de rencontres, de continuité relationnelle, d'amplification, de contenu, évidemment, hein, de ligne éditoriale. On sent bien que la notion d'événement, elle bouge. Et donc là, je vais revenir vers Vincent, qui a aussi, voilà, lui, son œil d'observateur par rapport à tout ça. Et comment, du coup, on va faire pour transformer cet événement vers une notion de rencontre? Comment on va faire, comme le disait Élodie, pour emmener avec nous toutes les parties prenantes et comment va-t-on faire évoluer ce rapport à nos parties prenantes? Alors, Vincent, vous avez quelques clés que vous avez pu identifier dans vos différentes observations et interviews et on aimerait bien pouvoir les partager avec vous. Oui, merci Nathalie. Si je peux me prêter à l'exercice de la synthèse, en fait, de ce qui a été dit et de ce qu'on peut observer, en effet, la crise va avoir un effet accélérateur des transitions, très puissant. Très puissant. Alors, ce qu'on peut retenir éventuellement dans les mots qui ont été utilisés, c'est qu'il va falloir passer de l'event au meeting, c'est-à-dire de la notion d'événement dans sa production qui recourt, comme disait Patrice Béguet, au sport, voire, je dirais même plus au militaire. Hein, on est quasiment une industrie militaire pour produire et on est reconnu pour ça. Et ça, c'est extraordinaire et c'est indispensable. Mais il va falloir passer à un vocabulaire fondé sur la notion de rencontre, la meeting industry. Parce que derrière, il va falloir qu'on donne qu'on prouve toute la valeur ajoutée de la rencontre humaine, qu'elle soit événementialisée ou non, dans sa contribution sociétale et qu'elle soit acceptable. Et pour cela, il y a trois passages potentiels à exercer. Un premier passage du professionnel à la raison d'être, c'est-à-dire il ne va pas falloir forcément vendre une capacité professionnelle de production événementielle, mais vendre avant tout une vision. C'est-à-dire que l'événement, la rencontre, soit porteuse d'une raison d'être, d'une vision, d'une mission, qui soit porteuse de sens et contributif et à fort impact. Donc tout ce qui est mission, impact, contribution, tout ça, c'est du vocabulaire qu'il va falloir complètement intégrer et retranscrire. Certains beaucoup parlent de ligne éditoriale, d'autres vont encore plus loin et disent que l'événement, de toute façon, demain doit être engagé. L'événement à mission, c'est un événement d'abord engagé et qui engage sa communauté. Donc, il faut aller presque encore plus loin qu'un média neutre, c'est un média engagé. En tout cas, c'est des questions qui sont posées. Ensuite, il y a un deuxième passage, c'est le passage de l'éphémère au relationnel. On s'est souvent présenté comme une industrie de production éphémère.
Ça peut être une catastrophe parce que derrière, en fait, eh bien, on ne construit pas une relation à long terme ou sur le long cours où on ne la projette pas suffisamment. Quand on passe de l'éphémère au relationnel, ça veut dire que derrière, on construit des dispositifs qui sont à la fois fondés sur de l'information, sur de l'interpersonnel et de l'émotionnel et sur des capacités fonctionnelles à créer cette continuité. Ce qui va derrière permettre de créer de nouvelles manières de faire du business, de nouvelles manières de faire de la science, de nouvelles manières de créer du lien, en fait. Bien sûr que derrière tout cela est fondé sur une fusion des comportements physiques et digitaux. C'est-à-dire que cette dissociation n'est pas entendable en fait par le consommateur final qui lui fusionne tout. En fait, il est hybridé. L'individu est hybridé. On est tous hybridés. Donc il y a cette fusion totale des comportements. Et derrière, pour une structure, qu'elle soit une entreprise, une filière, une société savante ou un territoire, eh bien, c'est permettre que ces rencontres structurent en fait et fassent ces communautés innovantes par de la sérendipité et que derrière, finalement, on crée à long terme des écosystèmes qui collaborent, que l'on fait se rencontrer en physique, en digital, sur tous les canaux, mais qui est cet effet structurant à partir de cette vision. Et enfin, troisième sujet, il va falloir passer du jetable au circulaire. C'est-à-dire qu'un événement qui est produit et qui est jeté après, finalement, est considéré comme un produit jetable. Est-ce que la valeur ajoutée est encore là? Non. Nous, ce qu'on est en train de proposer, c'est tout un dispositif et une méthodologie pour faire entrer l'événement dans une nouvelle économie, une économie du circulaire, qui soit à la fois, en fait, dans sa production, qui est une logique d'éco-responsabilité en amont, d'éco-design et de gestion durable en aval, mais qui soit même au-delà, c'est-à-dire que l'événement soit un moment expérimental de test des comportements, de demain, de cette population, de ce public. Donc, du professionnel à la raison d'être, de l'éphémère au relationnel, du jetable au circulaire. Tout ça, ça va permettre trois choses. Première chose, de réinventer nos modèles économiques. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des rapports clients qui ne sont plus des one-shot où on répond à des appels d'offres, mais qui vont en fait rentrer dans une continuité de très long terme et des stratégies de long terme. Ça, c'est une première chose. Ça va passer notamment par les notions de package d'offres de services. Ça a été très souvent dit. Donc, on ne vend plus un billet d'entrée, une surface de mètre carré. On va vendre des offres de services complètes. La rencontre événementielle rentrant dans cette offre de services complète, mais n'étant pas une fin en soi, mais bien un des moyens de ce package. Deuxième chose qui peut se passer, c'est les gouvernances. La notion de la gouvernance de l'événement, qui décide de l'événement, du design des rencontres événementielles de l'événement. Ça, c'est une vraie question. Il va falloir intégrer l'ensemble des parties prenantes dans la décision événementielle de manière à ce qu'il y ait une co-construction totale de la rencontre. Ça veut dire derrière une vraie notion d'identification des parties prenantes et une intégration totale dans sa gouvernance. Si on va encore plus loin dans la gouvernance, on peut très bien considérer demain qu'une rencontre événementielle est en soi une alternative à des gouvernances classiques qui permet en fait de créer des biais dans un écosystème, de le provoquer et de le rendre intelligent et résilient. Enfin, troisième chose qui va potentiellement se passer, c'est qu'il va falloir arrêter, je crois, les discours incantatoires. Dire l'événement, parce que ces rencontres humaines, est indispensable et il aura toujours lieu. Pas forcément. Donc, pour cela, il faut qu'on ait la preuve. Il faut donc donner une science de la rencontre, il faut créer une science de la rencontre qui soit en fait, qui nous permette d'être en capacité de donner la preuve de la valeur ajoutée des rencontres événementielles. C'est ce qu'on fait chez Unimed à travers l'investissement dans la recherche académique avec le SCP, avec Bertrand Pullman, avec l'Innovatoire qui est maintenant un centre c'est à la fois un think tank et un centre de ressources. C'est Frenchman Booster, c'est l'OJS et les nouvelles data de preuve de la valeur ajoutée immatérielle de la rencontre humaine, c'est le calculateur Cléo, c'est tout cela. En fait, c'est l'ensemble de ces dispositifs qui nous permettent de mettre en science notre valeur ajoutée. Merci beaucoup Vincent pour cet exercice pas simple. Alors effectivement, on va devoir arrêter notre échange malheureusement, puisqu'un webinaire suivant nous succède. J'ai quelques questions que je vous transmettrai, des questions sur l'avenir des lieux événementiels, des questions sur voilà, la solution hybride est-elle la meilleure solution
des questionnements aussi sur ce que évoquait Christophe et cette chaîne de valeur avec tout un tas de métiers dont on ne sait pas très bien comment eux, ils vont pouvoir se réinventer. Donc, beaucoup de questions très intéressantes. Je vais, avec Meet & Com, communiquer ces questions aux orateurs. On y répondra sur, effectivement, les réseaux sociaux et sur le compte LinkedIn de Meet & Com pour ne pas vous laisser ainsi. Il y a aussi des questions sur la synthèse de Vincent. Et là aussi, l'UNIMEF peut communiquer un certain nombre d'éléments sur ces recherches et ces observations qui sont menées sur les outils. Donc, ne soyez pas frustrés. Voilà, c'est toujours difficile de garder. Je ne peux pas garder l'antenne toute la matinée et pourtant, il y a beaucoup de choses à raconter. En tout cas, je vous remercie énormément. Tous les intervenants qui ont accepté de nous inspirer, de nous interroger, peut-être aussi de nous bousculer un peu dans nos réflexions. Tous les participants, près de 350 qui nous ont écoutés et je sens bien qu'ils auraient envie de continuer à échanger avec nous. Avant effectivement de nous quitter, vous redire que cette journée, elle se poursuit d'abord par 2 agoras suivantes, une sur la RSE et une sur la qualité de vie au travail. Jacques Bellnounou va reprendre la main avec ses intervenants. Et puis, vous dire aussi que pour tous les inscrits à la plateforme de networking, n'oubliez pas de vous connecter à 14 h parce que près de 300 rendez-vous ont été programmés cet après-midi. C'est bien moins évidemment que la version présentielle, mais c'est déjà énorme. Donc nous sommes en tout cas très 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 heureux vraiment d'avoir pu partager ce moment avec vous. Je vais vous laisser le mot de la fin. Un mot, vous avez droit à un mot chacun. Voilà, vous avez envie de communiquer du positif, de l'optimisme, de l'énergie. Vous avez envie de dire quoi à nos 300 participants? Élodie. Pardon. Élodie. Bon, alors, déjà, merci. Merci de votre temps. C'est vrai qu'on pourrait parler des heures. Un mot, c'est très difficile. Non. Je pense que c'est oser et agilité. Un verbe et un mot, mais important. Carla. Vive la relation avec nos clients, avec notre écosystème de partenaires qu'on n'oublie pas et entre tous les publics à travers toutes les rencontres qu'on pourra concevoir et imaginer à l'avenir. Ok, Christophe, un petit mot. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il ne faut pas refuser l'opportunité qui nous est offerte de réinventer notre métier. Voilà. N'espérons pas de retour en arrière. Il n'y en aura pas. Voilà. Il y en a eu aucun dans un secteur qui a été digitalisé. Regardez la musique, regardez tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de retour en arrière. Regardons devant et en revanche, inventons quelque chose de beau et de vertueux. Voilà. Ouais. Vincent? C'est le mot citoyen et on a une opportunité colossale de servir le citoyen. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Moi, je dis vive l'événementiel, vive la vie, comme disait Patrice Béguet tout à l'heure. Je vous souhaite beaucoup de courage pour beaucoup d'entre vous qui sont en difficulté. On voit une petite lumière au bout du tunnel. On espère qu'on va la voir de mieux en mieux et que les sites vont pouvoir réouvrir, les événements se redérouler. Et bien sûr que nous allons pouvoir tous ensemble nous réinventer. Merci à vous, merci aux équipes de Meet & Com, grâce à qui ce webinaire a pu se dérouler. Et puis, je vous dis à très bientôt en présentiel. N'oubliez pas, Exclusive Mice à Deauville en novembre 2021 en présentiel. Merci à tous.